Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et ses affiliés à travers le pays. Et le dimanche soir, le rendez-vous économique avec Télémétropole. Comme vous savez, on parle depuis quelques temps déjà des objectifs du millénaire de développement, ça va prendre fin. Et dans les 15 prochaines années, on va avoir les objectifs de développement durable. Mais nous avons obtenu, je pourrais dire, une aubaine. La Banque mondiale qui a jugé bon de nous donner un diagnostic du pays, pas seulement de 5 années ou encore de 10 années, mais près de 40 ans. Et c'est ainsi que nous allons avoir un débat, une discussion avec l'économiste en chef pour Haïti, M. Raju Singh. M. Singh, merci d'avoir répondu à l'invitation. Ce n'est pas la première fois, pas vrai? Merci à nouveau, Christin, de m'inviter à nouveau dans ces locaux. Salon, pour parler dans ce salon, c'est toujours un plaisir de venir discuter. On doit dire que la Banque mondiale a fait l'actualité cette semaine en Haïti. Hein? Ce rapport, c'est quoi exactement? Donc, c'est un diagnostic systématique pays où nous essayons d'identifier les contraintes, mais également les opportunités pour une croissance plus rapide, plus solidaire et plus durable en Haïti. Donc, c'est un travail de combien d'années à peu près? C'est un travail qui a bénéficié de tous les travaux précédents, mais qui a été complété ces 18 derniers mois. C'est quelque chose que vous faites à travers le monde. Pourquoi Haïti, ce document? C'est un document que nous faisons pour tous nos pays membres, pour les 184 pays. C'est un bilan à la fois des contraintes et des opportunités de chaque pays et qui sert après tant au gouvernement de chaque pays qu'à la communauté internationale et à la banque elle-même pour calibrer sa prochaine stratégie. Alors, j'ai parlé d'aubaine parce que Haïti, ça fait déjà 15 ans et qu'on s'était engagé dans les OMD. Et voilà que nous sommes à une année de transition et c'est une année électorale. Donc, je pense que ça pourrait aider grandement les décideurs, les policymakers, comme on les appelle en quelque sorte. Oui. Le calendrier n'était pas calé sur le calendrier haïtien. C'est une coïncidence? Mais nous espérons que c'est une coïncidence opportune et que ce travail pourrait effectivement alimenter le dialogue, les questions de la population haïtienne, de la presse et peut-être les réflexions des équipes des différents candidats. Nous allons faire le voyage. Donc, nous avons pris quelques slides de votre présentation, puisque vous êtes responsable de ce dossier avec Madame Doc, et voilà de 1971 à 2013. Je sais que les économistes aiment travailler sur des périodes assez longues, mais c'est très long ça. Hein? Donc je crois que la contribution de ce rapport, parce qu'il faut être honnête, Haïti a été diagnostiqué, analysé par maintes spécialistes. Ce que nous avons essayé de mettre sur la table est d'une part d'essayer de chiffrer un certain nombre d'observations, de les mettre en perspective, comme de ce graphique dans une perspective temporelle, mais aussi une perspective régionale. Comment est-ce que Haïti se positionne par rapport à d'autres pays de la Caraïbe, qui sont vos concurrents immédiats, d'autres pays de la région, ou des pays à des niveaux similaires de développement. Donc ce sont des résultats, c'est la performance d'Haïti, ce sont des chiffres que vous avez pu obtenir à partir de ce qui s'est passé pendant les... Donc tous ces chiffres sont disponibles publiquement, donc nous n'avons pas eu accès à des sources confidentielles. Je crois que dans l'environnement de paucité, de rareté, de statistiques en Haïti, c'était effectivement une contrainte auquel on a été très vite confronté. Et donc nous avons fait l'effort de mentionner bien clairement les sources de toutes les statistiques. Donc, si les chercheurs, des étudiants, la presse haïtienne est intéressée de poursuivre, d'utiliser ces données, ils sont publiquement disponibles, notamment sur un certain nombre de sites web. Pourquoi ne pas faire le survol? Regardons la première décennie, 1970 jusqu'à 1980. Il y a eu certainement quelques creux, mais on a pu voir qu'à aucun moment, entre 70 et 80, on est passé en dessous de 0%. C'est bien ça? Oui. Donc ça, c'est un graphique qui montre la performance, la croissance de l'activité économique en Haïti, qui est la ligne bleue. Donc on peut constater qu'elle est très volatile, ça monte, ça descend. Trop souvent, malheureusement, dans l'hémisphère sud, dans la partie négative, c'est-à-dire qu'on ne construit pas, on ne crée pas de richesse, mais au contraire, l'économie
a tendance à se contracter. Et on le met en comparaison avec le nombre de désastres naturels, que ce soit des ouragans, des inondations et malheureusement le séisme le plus récent en 2010. J'ai noté pendant la première décennie, il y a eu 5 grands désastres naturels, peut-être c'est des cyclones que nous avons certainement eus. Et 80, il y a eu cette forte chute, c'est peut-être la période où nous avons connu ce choc pétrolier et les termes de l'échange s'étaient considérablement détériorés avec la baisse des prix des produits agricoles et la hausse des produits pétroliers. Et entre 80 et 85, nous sommes entrés là et nous étions particulièrement dans l'heure du cyclone, c'était avant le départ de Jean-Claude Duvalier, la dictature. C'était la première fois qu'on a connu un creux et vous allez voir que c'était un petit peu difficile pendant les années 80. À part peut-être un pic que nous avons connu en 89, mais c'était des années difficiles. On a déjà vu dans les années 80, c'était une mauvaise décennie pour Haïti en observant cette performance. Oui, il y a un autre graphique qui montre la performance comparée justement avec Haïti et la moyenne tant pour les pays au même niveau de développement que dans les pays de la sous-région, donc Amérique latine et Caraïbes. Et ce qui est intéressant, c'est que durant la période des années 70, Haïti a connu une croissance relativement similaire à d'autres pays de la sous-région. Et à la fin des années 80, effectivement, il y a eu un décrochement pour rejoindre des niveaux de croissance observés dans des pays similaires au même niveau de développement. Et des années 90, ces pays ont décollé, mais malheureusement, Haïti ne faisait pas partie du lot. Est resté en queue de peloton. Donc c'est effectivement très intéressant de voir tant au niveau temporel qu'au niveau d'autres pays comment la performance d'Haïti se compare. Là, et années 80, c'était la chute de la dictature, donc il y a eu des chocs, mais nous allons voir ce plongeon extraordinaire, et là, c'est l'embargo. C'est le début des années 90, donc 90, 91, jusqu'à 95. Donc ce plongeon qui est vraiment très fort. Il y en a eu 2, on est remonté et on est retourné encore. C'est comme un W, comme on dit en général dans notre monde économique, dans le jargon économique. Et là encore, 90, ça a été une très bonne décennie pour Haïti. Oui, donc si on fait la moyenne, bien sûr. Donc ce graphique montre les chocs naturels. On peut faire un graphique similaire avec effectivement les problèmes politiques et on arrive un peu à la même fréquence malheureusement. L'embargo, on a peut-être tendance à l'oublier, mais à cette époque-là, Haïti avait une base manufacturière, 125 000 personnes étaient occupées dans ce secteur. Je ne sais pas si la nouvelle génération se souvient, mais il y avait un cube qu'on appelait Rubik's. Les Rubik's Cube étaient faits en Haïti. Apparemment, les balles de baseball aux États-Unis étaient tous faits en Haïti. Et pratiquement du jour au lendemain, à cause de problèmes politiques, cet énorme marché qu'est les États-Unis s'est fermé. Et ce secteur à 125 000 postes de travail ont disparu du jour au lendemain. Et dans certains secteurs, ça n'a jamais rebondi. Dans le secteur textile, on a eu un certain rebond, mais dans d'autres secteurs, la production n'a jamais repris. Donc 80, 90, et on arrive à 2000. Et là encore, on se rappelle, chaque début de décennie, il y a des difficultés pour reprendre. Et là, on allait avoir encore des chocs. Et c'était le gouvernement Aristide qui devait partir. Et vous allez voir, 2004, encore un creux assez important. Et les années 2000, ce n'était pas non plus facile. Non, donc je crois que ça illustre assez bien l'importance du climat politique et de la sécurité, tant pour les activités. Si vous avez des activités économiques de production et que vous ne pouvez pas accéder à votre magasin ou vos ouvriers ne peuvent pas accéder au site de production, mais également d'une façon dynamique pour les investisseurs. On a remarqué un rétrécissement de l'horizon parce que on ne peut pas savoir si dans 5 ou 10 ans les conditions seront favorables ou pas. Donc, dans tous les secteurs, que ce soit l'industrie manufacturière ou même l'agriculture, on a pu observer un rétrécissement du cycle de production en faveur de quelque chose de rapide et au détriment de quelque chose de long
dans l'industrie manufacturière, je crois que c'est l'exemple type. On a pratiquement cessé de produire en Haïti. Par contre, on a préféré faire venir des containers pour alimenter la consommation nationale. Et vous terminez la décennie en cours, et on n'avait pas besoin certainement. Regardez 2010, un autre choc, et ça, c'est le tremblement de terre. Il y a une reprise après, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu compenser cette perte importante que nous avons connue pour le tremblement de terre. Tout à fait. Donc, pour mettre en perspective, depuis le séisme, ces 2-3 dernières années, l'économie haïtienne a connu sa meilleure performance depuis les années 71, 3,3% de croissance. C'est bien, mais ça reste relativement modeste si on veut atteindre les objectifs de l'émergence économique d'ici 2030 ou, comme la vision de notre propre président Jim Kim, de réduire l'extrême pauvreté à 3% également d'ici 2030. Donc, une croissance plus durable et plus rapide, certes, mais également plus solidaire si on voudrait atteindre ces objectifs ambitieux. Là, vous en avez parlé, j'ai mis un autre slide, c'est la même performance, à savoir la ligne en bleu, mais là, vous voyez, depuis 1986, les changements de gouvernement, oui, l'instabilité politique. Donc, peut-on dire que les facteurs naturels, les désastres naturels et l'instabilité politique, ce sont deux facteurs qui affectent considérablement l'économie haïtienne pendant les 40 dernières décennies? Tout à fait. Dernières années, pardon. Tout à fait. Donc, au niveau des désastres naturels, on ne peut pas vraiment prendre Haïti et le mettre dans une autre place géographique. Mais ce qui est frappant, c'est que le même ouragan, le même phénomène climatique sur ce côté de l'île a un effet beaucoup plus désastreux, que ce soit en perte de vie humaine, que ce soit en perte d'actifs économiques, que l'autre partie de l'île. Pourtant, les conditions climatiques sont les mêmes. C'est la vulnérabilité. Donc c'est la préparation, la façon de gérer ces chocs climatiques qui expliquent la grosse différence qu'un même choc a des conséquences économiques et conséquences humaines beaucoup plus sérieuses sur cette partie de l'île que chez nos voisins dominicains. Nous mettons fin à cette première partie en regardant le revenu per capita. Donc, on a vu le PIB, mais lorsqu'on prend la population. Et comme vous avez si bien dit, regardez dans les années 70, la première décennie de l'étude, Haïti avait la même tendance que le reste de la zone, et même en avance par rapport aux pays moins avancés. Et on voit, en 91, la chute, on n'est pas revenu au niveau qu'on était en 91. Non. Donc, l'objectif ou la perspective de notre étude, c'était de bien reconnaître que Haïti avait des opportunités fantastiques, géographiquement, au nord les États-Unis, au sud l'Amérique latine, des économies émergentes, un savoir-faire. Elle avait une base manufacturière il y a quelques années, une population jeune, dynamique, des produits exotiques qui ne demandent qu'à être exportés, et pourtant, toutes ces opportunités restent des opportunités. Et donc, l'optique de ce travail que nous avons mené était pas tant d'énumérer toutes les sources potentielles de croissance, mais plutôt d'essayer d'expliquer pourquoi ces sources de croissance restent des opportunités, mais qui ont de la peine à se concrétiser. Voilà, un revenu per capita, l'écart qui ne cesse de se creuser entre la zone et Haïti. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices, vous suivez avec nous le magazine économique, des résultats, des performances affichées par Haïti qui font réellement peur, et je crois que tous les partis politiques, les candidats devraient avoir ces informations pour évaluer les défis économiques et sociaux pour les 15 prochaines années. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis attends, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gen à qui on client.
client, m'pas gen monnaie de goud et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mande banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Mais on communique la douane pour tout le monde qui est concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'antan, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebande sous frontière pays à République dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail à pi bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le cas kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane, soit activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relè la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique chaque dimanche soir à 7h. Nous parlons de ce rapport publié par la Banque mondiale qui va pouvoir aider les candidats, les partis politiques, bref, pourquoi pas, les hommes d'affaires également, de voir comment on peut améliorer la situation socio-économique d'Haïti. Nous sommes avec l'économiste en chef de la Banque mondiale, M. Rajou Singh. On a parlé de la performance économique, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette performance? Quels sont les secteurs qui ont provoqué et qui ont contribué en quelque sorte à cette performance? Donc voilà un slide qui pourrait nous aider quand même à mieux comprendre tout cela. Oui, donc même si la performance en général de l'économie haïtienne a été décevante, bien que ces dernières années, depuis le séisme, l'économie a connu sa plus grande expansion, 3,3% en moyenne par an, il y a des secteurs spécifiques qui ont connu un peu plus d'action. Donc en numéro 1, le secteur du commerce, la restauration, l'hôtellerie, la construction ou peut-être la reconstruction après le séisme. Dans un certain sens, ces deux secteurs sont liés. On reconstruit, on construit, on recrute des ouvriers et les ouvriers doivent bien se reposer ou boire une bière à la fin de la journée. Donc c'est deux secteurs qui sont souvent corrélés. Transport et communication, entre autres par l'explosion de la téléphonie mobile avec l'entrée de nouveaux acteurs comme Digicel. Le secteur manufacturier, celle du textile qui continue à augmenter et à prendre les opportunités des accords privilégiés avec les États-Unis. Un peu le détail. Fait frappant,
Au niveau des infrastructures, la contribution de l'eau et l'électricité était négative. Et encore plus frappant pour un pays qui est riche en produits agricoles, la contribution totale durant cette période, selon les 10 ans, de l'agriculture était négative. Donc, pour bien comprendre, la contribution veut dire la valeur ajoutée, la croissance que nous avons eue au niveau du PIB, ce sont les secteurs qui ont contribué à cette croissance. Donc, vous avez l'expansion totale. De cette expansion, quelle est la contribution spécifique de chaque secteur? Donc, le secteur du commerce, la restauration et hôtellerie a contribué à la croissance pour à peu près un tiers. Donc, un tiers de la croissance observée ces 10 dernières années est venue du secteur commerce, restaurant et hôtel. Tout à fait. Maintenant, si on prend les secteurs qui n'ont pas contribué, ou on a même détruit de la richesse, comme vous avez si bien dit, c'est fort. Regardez l'eau et l'électricité. Donc, si on devait faire des investissements, on devait arranger ce secteur, on aurait pu avoir une croissance supérieure aux 3% dont vous avez parlé tantôt. Tout à fait. Lorsqu'on discute des entraves à une croissance plus rapide, on arrive avec un peu le diagnostic qui a été fait à plusieurs reprises, des institutions plus fortes, donc une transparence, une gouvernance, un cadre des affaires plus favorable, une main-d'œuvre plus qualifiée et, comme vous le dites, des infrastructures qui peuvent être portuaires, des infrastructures qui sont énergétiques, des infrastructures au niveau de la connectivité. Selon nos derniers chiffres, il n'y a que 40% des ménages, par exemple, qui ont accès en toute saison, en tout temps, à une route. 60% en période pluvieuse n'ont pas accès, ne sont pas connectés. Et le mauvais comportement du secteur eau et électricité a certainement affecté le secteur hôtelier, le secteur construction et les autres secteurs que nous avons là. Oui, donc ça diminue la compétitivité du pays. Tout à fait. Donc de mauvaises infrastructures, que ce soit l'énergie, les ports, les routes, plombent la compétitivité du pays, plombent la performance économique du pays. Pour l'agriculture, très faible valeur ajoutée, c'est de la destruction de la richesse. Là, vraiment, lorsque vous avez un secteur qui représente 25% de votre PIB, où il y a plus de 50% de travailleurs dans ce secteur, donc c'est peut-être la pauvreté qu'il y a également là. Donc l'agriculture, lorsqu'on voit la contribution sectorielle, donc là c'est une moyenne, mais si on le fait, le même exercice année par année, ce qui est frappant, c'est que les autres secteurs, bon an, mal an, contribuent positivement à l'expansion économique. Le secteur agricole a des bonnes années, contribution positive, on a une bonne performance en général, et dans d'autres années, la performance est négative. Donc il y a une très grande volatilité dans la contribution de l'agriculture qui s'explique par le fait que vous avez des bonnes années en pluviométrie ou en conditions climatiques et vous avez de mauvaises années. Donc sur ce secteur, il faut non seulement réfléchir à améliorer la productivité, à savoir de meilleures semences, une meilleure formation pour les agriculteurs, une meilleure connectivité pour évacuer les produits à temps vers les zones de consommation, mais également réfléchir sur la vulnérabilité, la résilience de ces investissements. Si vous investissez dans une plantation de bananes et au premier ouragan, tous vos bananiers sont à plat, vous n'allez pas très loin. Donc il y a une réflexion à la fois d'améliorer la productivité, l'accès à des marchés, mais tout en défendant, chaque fois qu'on fait un pas, d'être sûr que ce pas, on ne va pas faire 2 pas en arrière l'année prochaine. Donc bien planter, réfléchir sur le type de semences dépendant de la région pour réduire la vulnérabilité de ce secteur. Dans le rapport, vous avez noté qu'il y a une amélioration dans la réduction de l'extrême pauvreté en Haïti. Et ce qui a été noté, c'est au niveau de la zone métropolitaine, une réduction de près de 15%. Au niveau des zones urbaines, centres urbains en dehors de la zone métropolitaine, de près de 10%. Mais l'extrême pauvreté en milieu rural a cru. Comment vous expliquez tout ça? Donc, pour faire cet exercice, nous on a bénéficié des derniers résultats de l'enquête des ménages 2012 et un travail en collaboration avec nos collègues de l'ONPES. Et lorsque les résultats sont sortis, donc malgré toutes les données Mossad qu'on a discutées jusqu'à présent au niveau de la performance économique du pays
en général, la pauvreté, l'extrême pauvreté, a, semble-t-il, diminué. Et en regardant un peu les sources de revenus des ménages, l'explication vient du fait que les ménages ont pu sortir de l'extrême pauvreté, soit en bénéficiant de transferts d'argent et de l'aide, et en migrant du travail agricole vers du travail non agricole. Donc, on connaît tous la grande diaspora haïtienne qui est à l'étranger, mais pour chaque Haïtien à l'étranger, il y a 2 Haïtiens qui ont migré à l'intérieur du pays. Donc la migration interne est 2 fois supérieure à la migration internationale. Les gens quittent leur village pour aller en zone urbaine, voire Port-au-Prince. Pourquoi? Les opportunités économiques sont plus intéressantes. On a parlé des secteurs porteurs de l'économie, la construction, les transports, la restauration. Ce sont tous des secteurs qui sont plutôt centrés en zone urbaine. Et les services sont aussi meilleurs en zone urbaine. Lorsqu'on voit l'accès à l'eau, lorsqu'on regarde l'accès aux centres de santé ou d'éducation, on est tous mieux lotis en zone urbaine, voire à Port-au-Prince, que dans le reste du pays. Donc vos constats, la croissance n'était pas suffisante pour réduire l'extrême pauvreté, c'est le support des transferts de devises. Et l'autre élément, si je comprends bien, c'est que vous avez pu voir que l'agriculture, lorsqu'on n'y est pas, on a la possibilité d'être moins pauvre. Donc, tout à fait. L'agriculture est la source de revenus la plus faible. La productivité du travail dans l'agriculture est la plus faible et il faudrait sérieusement se pencher pour comprendre les facteurs, les entraves qui plombent cette productivité. Mais les personnes peuvent sortir de la pauvreté tout en restant en zone rurale si elles migrent vers des activités autour de l'agriculture ou dans le commerce de détail ou de transformation. Maintenant, et ce schéma nous interpelle également, c'est particulièrement au niveau des zones où l'on retrouve l'extrême pauvreté, les différents départements. Donc là où l'incidence est beaucoup plus forte, c'est dans les départements du nord-est, du nord-ouest et du nord. Donc la grande région nord, il y a un problème d'extrême pauvreté. Donc, bonne nouvelle, le taux de pauvreté a diminué, mais il reste des écarts très importants au niveau régional. Le nord et le nord-ouest, on frôle les 40%, les 45% de la population en extrême pauvreté. L'ouest, qui comprend Port-au-Prince, on approche les 10%. Donc il y a une très grande inégalité spatiale dans les richesses et dans les sources de revenus dans la population haïtienne. Donc sur chaque 100 personnes dans la région nord, on a la possibilité d'avoir au moins 40 personnes en situation d'extrême pauvreté. Absolument. Dans l'ouest, seulement 10. Absolument. Et là, on verrait l'Artibonite 23, le sud-est 25. Donc, est-ce que là, il faudrait maintenant, puisqu'on parle de politique publique, puisqu'on parle également d'élections, donc de choix, donc est-ce qu'il ne faudrait pas avoir les zones où il y a beaucoup plus de pauvreté qui aient une meilleure allocation budgétaire? Donc, tout à fait. Une contribution de ce rapport, à part le chiffrage et la mise en perspective, était d'aller et discuter avec le maximum de personnes pour justement comprendre pourquoi un diagnostic qui amène que la pauvreté ou la croissance est entravée par les institutions, par la main-d'œuvre, par des infrastructures inappropriées. C'est quelque chose qu'on a dit il y a 5 ans, il y a quelque chose qu'on a dit il y a 10 ans, il y a quelque chose qu'on a dit il y a 15 ans, mais Haïti semble toujours être Haïti. Et donc on a fait un effort pour discuter avec la société civile, avec les partenaires au développement, avec les différents partenaires et agences du gouvernement, avec la diaspora, avec le secteur privé. On a parcouru les villages, on a même discuté avec les gangs. Et un message très fort. Les gangs également? Oui, il faut comprendre ce qui se passe. Et un message très fort qui est venu, c'est que Haïti n'est pas Port-au-Prince. Et qu'il y a un besoin de créer des opportunités économiques en dehors de la région de Port-au-Prince. Et il y a un besoin de fournir des services publics, des services de base en dehors de Port-au-Prince, pour que les gens puissent avoir des opportunités de revenus et offrir les mêmes opportunités à leurs enfants
quelle que soit la région dans laquelle ils habitent en Haïti. Donc tout à fait, il y a un besoin de repenser le développement spatial du pays, que ce soit au niveau des services de base, que la santé, l'éducation, mais aussi de trouver des sources de croissance économique pour offrir des opportunités économiques où que vous soyez dans l'espace national. On va revenir au secteur public, mais j'aimerais avec vous jeter un coup d'œil sur l'importance également du secteur privé. Et ce qui est intéressant dans votre étude, vous avez montré dans les filières, dans les secteurs, qu'il y a parfois une certaine concentration. Est-ce qu'il y a une relation entre cette concentration et la pauvreté? Ou encore la création d'emplois? Donc c'est un travail qu'on a essayé de mener pour chiffrer cette idée qui est souvent exprimée lorsqu'on parle avec les Haïtiens ou avec des spécialistes d'Haïti, c'est que bon, on a un secteur privé relativement concentré. Donc donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'entreprises. Pas assez d'entreprises, pas assez de compétition, pas assez d'innovation. Pour un Haïtien qui est jeune, qui est dynamique, qui a des idées, si on ne fait pas partie de ce club, il est difficile de rentrer, ce qui explique pourquoi beaucoup d'Haïtiens préfèrent matérialiser leurs rêves dans d'autres pays, parce qu'il est difficile de le faire en Haïti. Donc on a essayé de chiffrer cette notion. Donc, d'une part, c'est un exercice qui est fait régulièrement à Davos, comme on peut le voir sur l'écran. La délégation haïtienne des hommes d'affaires, comme les délégations de tous les pays, on leur pose la question, quel est le degré de compétition que vous ressentez dans votre marché national? Et année après année, ce qui est frappant, c'est que la délégation haïtienne est très contente parce que il n'y a pas de compétition dans leur marché. Donc on est très content, on est un opérateur et c'est un degré de compétition les plus bas qu'on peut observer au niveau du monde. Donc cette comparaison au God Haïti et la Jamaïque, c'est vraiment deux extrêmes là. Et ça, c'est uniquement des pays de la sous-région. Donc on pourrait faire un graphique différent en mettant des pays du sud-est asiatique et l'image serait encore plus frappant. Mais même en regardant de la sous-région, en mettant des pays comme l'Honduras, Haïti est un des pays où nos opérateurs économiques établis sont relativement confortables, selon leur propre évaluation. Donc on a essayé de quantifier, de gratter cette perception, parce que c'est une perception, en regardant par exemple le taux de concentration des importations. Haïti ne produit pas grand-chose, mais elle importe beaucoup. Et ce sont des données qui sont disponibles dans le système de douane. On a pris des seuils qui sont utilisés par l'agence de commerce des États-Unis pour essayer d'établir le degré de compétition dans les différents produits. Et sur les 18 produits les plus importés, voilà, on peut constater, donc ça c'est les 18 produits les plus importés en Haïti. Et on a des produits de grande consommation, tels le riz, les pâtes et le couscous, le lait, les soupes. On force de constater qu'il y a une barre simplement qui est bleue, c'est-à-dire que c'est un produit qui est des produits d'empaquetage, qui est relativement concurrentiel. Donc il y a pas mal d'opérateurs qui importent ce genre de produits. La majeure partie des produits apparaissent en jaune, voire en rouge. Qui veut dire que c'est des produits qui sont importés par relativement peu d'opérateurs. Donc, qui dit peu d'opérateurs, qui dit peu d'innovation, on a tendance à se reposer sur ses lauriers. Mais lorsqu'on discute avec les opérateurs, faut reconnaître que d'une part, Haïti est un petit marché, donc avoir une vision de l'économie qui est concentrée n'est pas tout à fait surprenante. Et c'est une économie qui, malheureusement, a un cadre des affaires extrêmement difficile. Donc, lorsqu'on a un système où on ne peut pas faire respecter les contrats, par exemple, il est difficile de rentrer en affaires avec des gens qui sont peut-être très innovatifs, très efficaces, mais qu'on ne connaît pas assez. Donc, on a tendance à se replier sur son réseau familial, et donc
c'est un système qui encourage les opérateurs établis au détriment peut-être de nouveaux opérateurs plus dynamiques qui pourraient créer plus d'emplois et créer plus de richesses. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On parle bien d'Haïti, on voit ces slides, donc on partage avec vous ce travail réalisé par la Banque mondiale qui nous indique notre état, l'état des lieux, tant sur le plan public que sur le plan privé. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à tort. À qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie. Ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment m'bral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque Centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que Banque Centrale bay toute banque monnaie. Mais on communique la douane pour tout le monde qui concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dik d'un temps, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebandes sous frontière pays à République dominicaine et dans port province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans le cadre de mission la loi Bali, joint support gouvernement et spécialement ministère Finances pour prendre toutes mesures pour combattre contrebande. Pour aider le faire travail la plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machan yo, ak l'autre citoyen qui remen pays yo, vin bal bon jan information pour le ka kwape mal sa qui relè contrebande, kap détruit production pays ya, entreprise pays ya, ak travail qui dans pays ya. La douane a profité pour rappeler tout le monde que décret 20 octobre 2005 là, qui dans moniteur numéro 79 là, fait l'obligation pour li bay récompense l'argent à tout le monde qui pote bali bon jan information qui kap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si ou ta gen bon jan information pour bay la douane sur activité fraude à contrebande, relè la douane dans numéro ça 28 18 99 99 28 18 99 99. Relais la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Raju Singh, qui est l'économiste en chef pour Haïti de la Banque mondiale et qui partage avec nous ce rapport si instructif. Et Raju essaie de partager avec nous réellement comment bien comprendre ce rapport. On a pour tout le monde dans ce rapport en Haïti. Voilà, on a parlé de contrat social. Est-ce que vous estimez que le contrat social en Haïti n'est pas bien défini? Est-ce qu'il existe un contrat? En regardant ça vous-même. Donc, merci pour la question. Une des contributions justement de ce rapport, à part de chiffrer, de mettre en perspective la performance de l'économie haïtienne, est de comprendre un peu ce qui entrave encore
l'activité économique une croissance plus solidaire, plus durable et plus rapide. On sait que Haïti souffre d'infrastructures insuffisantes, d'institutions faibles, d'une main-d'œuvre qui pourrait être plus qualifiée. Ce diagnostic a été fait il y a plusieurs fois, mais il semble que ça n'avance pas. Et donc, un retour d'information que nous avons eu lorsqu'on a discuté de ces résultats avec beaucoup d'acteurs, c'est que le problème, c'est qu'on a souvent eu tendance à regarder d'une manière fragmentaire, de regarder le besoin de construire une route ou le besoin de construire une école. Et c'est plutôt une approche plus holistique, plus compréhensive qu'il faudrait. Et le problème du contrat social est tout à fait le bon exemple. Dans une démocratie habituelle, on a un accord entre les différents partenaires. Le gouvernement d'un côté, le secteur privé et la population. Le gouvernement a besoin de recettes, donc elle fiscalise ses contribuables, que ce soit population ou secteur privé. De l'autre côté, elle fournit des services, que ce soit la sécurité, un cadre des affaires qui permet aux entreprises de s'épanouir, une qualité éducation et de santé qui permet à tout enfant ou toute personne d'accéder à des soins de base. Et de rendre des comptes en disant « Messieurs, mesdames, je prends votre argent d'un côté et voilà ce que j'en fais ». De l'autre partie, les entreprises, les contribuables, la population, voient leur argent partir en tant que taxe, mais de l'autre, voient des services et voient des redditions de comptes. Et si l'adéquation leur paraît insuffisante, en disant on paye trop et on ne reçoit rien de l'autre côté, il y a un cycle électoral qui permet aux contribuables, qui sont aussi des électeurs, de sanctionner le gouvernement en place et de choisir une équipe alternative. Lorsqu'on regarde ces trois éléments dans la situation haïtienne, force est de constater qu'on a un gouvernement qui ne prélève pas beaucoup de recettes, mais qui ne fournit pas de services non plus. La sécurité est fournie par la MINUSTA, l'éducation est à 80% fournie par des acteurs non étatiques. Les contribuables disent « bon, j'ai un gouvernement qui ne me fournit pas de services, ma sécurité est fournie par quelqu'un d'autre, je dois payer un générateur pour avoir de l'électricité, j'envoie mes enfants à une école privée et lorsque ma femme accouche, je dois aller à l'hôpital confessionnel. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer des impôts ?» Et le cycle électoral, on a la bonne chance cette année d'avoir beaucoup d'élections, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, les gens ont tendance à exprimer leur désapprobation et leur frustration, non pas dans les urnes, mais en venant dans les rues qui alimentent la déstabilisation et la violence. Donc, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le secteur privé, ce n'est pas la population qui est à faute, c'est vraiment de réunir les trois partenaires autour de la table en disant « bon, il me faut plus de recettes fiscales, mais je vais vous fournir un service et on va tenir des élections un peu plus fréquemment pour qu'il y ait un dialogue, il y a un retour d'information et que chacun trouve quelque chose dans ce pacte pour aller de l'avant. » Donc, à bien vous comprendre, il y a une interdépendance entre les différents partenaires. Tout à fait. Et chaque partenaire a intérêt que l'autre réussisse pour en bénéficier en quelque sorte. Car l'État est un actionnaire, si vous voulez, de n'importe quelle entreprise ou encore de n'importe quelle famille, puisque l'État doit prélever des taxes. Donc s'il n'y a pas d'argent, l'État n'aura pas d'argent. Et on voit ici en Haïti, extrêmement faible. Le secteur privé ne peut pas prospérer dans un environnement aussi pauvre en quelque sorte. Donc ils ont intérêt qu'il y ait beaucoup plus d'argent, qu'il y ait des revenus, des salaires, parce que les gens vont acheter par la suite. Et le troisième partenaire, les citoyens, ont intérêt d'avoir de bons services de l'État, ont intérêt d'avoir des emplois au niveau des entreprises. Mais comment, ça paraît simple, comment arriver à créer ce contrat, ce win-win, cette interdépendance et un secteur alimente l'autre? Ça ne va pas être fait du jour au lendemain. Donc je crois d'une part, il faut être réaliste. C'est un chemin qui va prendre du temps. Mais ce n'est pas pour longtemps qu'il faut rester sur place et ne pas entamer ce voyage.
Donc il faut être réaliste, mais commencer ce voyage modestement, peut-être pas en créant une table ronde, en mettant les différents partenaires et en disant voilà, nous voulons avancer pour le bien de la population et du pays. Qu'est-ce que vous voulez, vous, population, ou vous, secteur privé, pour que moi j'obtienne, gouvernement, les recettes qu'il me faut? Peut-être regarder une fiscalité plus juste. La fiscalité en Haïti, non seulement est très basse, mais est très régressive, voulant dire qu'elle impose un fardeau supérieur aux segments de la population les plus vulnérables. Peut-être un rééquilibre. Donc les gens les plus pauvres ont tendance en proportion à de leurs revenus contribuent plus à l'effort national en finançant le budget. Pour la simple raison qu'au niveau administratif, c'est plus simple de fiscaliser les portes d'entrée, le port, l'aéroport, et la consommation, et un ménage à revenu faible a tendance à consommer une plus grande partie de son revenu que les tranches supérieures. Donc, par rapport à leurs revenus, ils contribuent plus à l'effort national au niveau de la fiscalité. Donc, peut-être un rééquilibrage serait à l'ordre du jour. Tout à fait. Prenons un cas, un slide que nous avons vu tantôt, qui montre qu'il n'y a pas une intensité au niveau de la concurrence. Est-ce que le gouvernement peut jouer un rôle pour encourager plus de concurrence? Car s'il y a beaucoup plus d'acteurs, il y aura beaucoup plus d'argent au niveau de la fiscalité. Comment l'État peut arriver à éliminer cet esprit de petit club, pour vous répéter en quelque sorte? Donc à nouveau, lorsqu'on discute avec les opérateurs économiques établis, ils vous disent on voudrait bien entrer en affaire avec les grands champions de mon secteur, avoir, au lieu de travailler avec mon cousin qui est gentil, qui est en perte de confiance, mais qui n'est peut-être pas soit le comptable, soit le cuisinier, soit l'ingénieur le plus performant que je pourrais avoir, je voudrais bien avoir les meilleures personnes aux meilleures places. Mais pour cela, il faut un cadre des affaires qui me permette d'opérer, c'est-à-dire peut-être un système qui permet au contrat d'être réellement appliqué. Donc on parle de système juridique, par exemple. En discutant avec les opérateurs, ils se plaignent aussi. Je veux exporter, mais la route que mes camions doivent emprunter est pleine de trous. Donc je dois utiliser mes propres deniers pour réparer la route pour que mes camions puissent passer. Ou mon personnel tombe continuellement malade. Donc il faut que je établisse une clinique dans mon usine au lieu de pouvoir bénéficier de services publics. Donc autant de charges qui grèvent l'investissement, qui grèvent les affaires publiques, donc le climat des affaires. Donc je crois que c'est autant de pistes de réflexion et de partenariat qui pourraient être discutées entre le secteur public et le secteur privé pour voir dans quelle mesure on peut rebalancer ces charges. Qu'est-ce que le gouvernement peut prendre? Mais évidemment, il faut des deniers. Le gouvernement ne peut pas créer de l'argent de nulle part. Et de trouver un accord, oui, on va mobiliser plus de recettes d'un côté, mais quels sont les secteurs où il y aurait besoin d'une présence d'État beaucoup plus forte? Donc un secteur privé dynamique est fondamental pour l'État. Maintenant, prenons le secteur privé. Comme on le fait comprendre, attention, s'il y a beaucoup plus d'entreprises, ça va faciliter une tâche pour l'État. Et l'État, en ayant beaucoup plus d'argent, les investissements publics, que ce soit dans l'éducation, dans les infrastructures, ça rendra votre secteur beaucoup plus compétitif parce que votre bataille, ce n'est pas exclusivement sur le marché local, mais il y a d'autres acteurs à côté de vous, la République dominicaine, Cuba, qui va s'ouvrir, la Jamaïque. Comment leur faire comprendre que si vous vous ouvrez, et parfois même à la compétition internationale, parce que dans le secteur touristique, vous avez Marriott, vous avez d'autres chaînes d'hôtels, rien que d'avoir ces noms en Haïti, ça va attirer beaucoup plus de monde et vous aurez la possibilité de bénéficier beaucoup plus. Est-ce que c'est si facile à dire et pourquoi le secteur des affaires n'arrive pas à comprendre tout cela? Non, ce n'est pas facile à dire, ou c'est peut-être facile à dire, mais la mise en œuvre, à nouveau, ce sont des chantiers qui vont prendre du temps, donc il faut être réaliste, avancer par petits pas. Mais je crois que le problème, c'est tous des chantiers qui exigent plusieurs partenaires. Ce n'est pas moi, Radjou ou la banque qui décide un jour, tiens, je vais résoudre tous les problèmes d'Haïti. Ce n'est pas le gouvernement tout seul qui va dire j'ai contrôle sur toutes les variables
et on va résoudre les problèmes d'Haïti. La même chose, le secteur privé en tant que tel ne peut pas par elle-même résoudre tous les problèmes d'Haïti. Il faut en fait un partenariat. Et je crois que c'est ça le défi, de mettre les gens autour de la table, de partager une certaine vision et de s'assurer que tout le monde va dans la même direction. À l'heure actuelle, chacun essaye de résoudre le problème d'Haïti, mais à son échelle. L'énergie, c'est difficile d'améliorer l'accès à l'électricité en Haïti. C'est plus facile d'importer un générateur et de résoudre son problème particulier d'accès à l'électricité. La même chose pour l'éducation. C'est plus facile de privatiser, d'aller choisir une école qui est bien pour son enfant, plutôt que réformer le système de l'éducation en général en Haïti. Et le troisième partenaire, les citoyens. Tout à fait. Ils peuvent s'organiser, ils peuvent avoir des organisations pour surveiller ce qui se passe du côté de l'État, regarder également ce qui se passe du côté du privé. Donc ça demande également une participation. Après tout, c'est la démocratie. Donc comment engager ce dialogue entre tous les secteurs et les trois en même temps pour voir que si on ne le fait pas, il n'y aura aucune possibilité pour les 4 prochaines décennies ne soit différent de ce qui vient de passer là. Je crois que ce que nous faisons aujourd'hui, j'espère, est un pas dans cette direction, c'est de mettre des données dans le domaine public ou des données qui sont déjà publiques, de les mettre un peu en perspective et de lancer un débat pour que justement on se pose la question, que les citoyens s'approprient cette analyse, s'approprient ces données, se posent les questions aux économistes, aux politiciens, à leurs autorités, que les journalistes se l'approprient aussi, que ce soit un débat pour faire avancer les choses. Je crois que les statistiques et les analyses sont peu disponibles, donc on est condamné à des rumeurs, à du on-dit, et c'est difficile de mener des politiques et de mener un débat qui soit vraiment ancré sur des réalités si on n'a pas des points de repère ou des points d'ancrage. Et apporter ce rapport sur la table de discussion, c'est votre contribution pour l'avenir de ce pays. Quel rôle vous allez jouer? Pas la Banque mondiale, mais la communauté internationale. Est-ce que vous voyez quelques pistes de réflexion? Nous sommes en année électorale qui pourraient aider nos candidats et également la population à voir clair pour l'avenir. Donc, comme piste de réflexion, tu as bien mentionné l'importance du contrat social, qui est un partenariat entre le gouvernement, la population, les citoyens et le secteur privé. On a aussi identifié l'importance d'avoir un État fort pour justement gérer les recettes et les dépenses. L'importance aussi, comme on a mentionné l'importance dans l'agriculture, l'importance de gérer la vulnérabilité au choc climatique pour éviter qu'on fasse un pas en avant aujourd'hui et 2 en arrière au moment du prochain ouragan. Donc, autant de pistes de réflexion que nous mettons sur la table. J'espère que nous lançons un débat, mais il faut être à nouveau réaliste. Nous sommes membres de la communauté internationale, nous sommes vos amis, mais le futur d'Haïti est vraiment dans les mains des Haïtiens, d'avoir une vision sur laquelle on peut vous aider pour faire avancer le pays, mais c'est vraiment dans la main de la population haïtienne et de tous les partenaires d'avoir cette vision et d'avancer dans la même direction et de faire progresser le pays. Ce document est public, comment peut-on avoir accès, à savoir les différents membres de la population, les différents groupes, que ce soit des personnes dans le secteur académique, dans le secteur politique, est-ce qu'on peut avoir accès facilement? Donc les versions électroniques sont disponibles sur notre site web, que ce soit en français et en anglais. Autrement, vous pouvez nous contacter à notre bureau de Port-au-Prince et ce sera un plaisir de vous envoyer la copie en papier de ce rapport. Raju Singh, merci pour la contribution de la Banque mondiale et à ce débat qu'il y a cette année électorale et surtout pour les 15 prochaines années où l'on parle de 2030 comme pays émergent. Il faut passer par un bon diagnostic. C'est comme lorsqu'on est malade, il faut aller chez le médecin et
visiter le médecin qui nous envoie dans un laboratoire pour savoir exactement dans quel état nous sommes et comment nous allons résoudre les problèmes. Merci bien pour votre contribution. Merci encore pour l'invitation. Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, ça a été un grand plaisir. À la semaine prochaine. Mais c'est vraiment dans la main de la population haïtienne et de tous les partenaires